Ce soir, dans son antre du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain reçoit le FC Nantes, l'avant-dernier du championnat. Sur sa pelouse, le PSG est en grande difficulté. Avec la possibilité pour Kolo Muani sur 22 réparations, la fameuse. Et quelle grossière erreur parisienne! Malgré l'égalisation nantaise, le PSG sort l'un de ses meilleurs joueurs, sa star argentine, Ángel Di María. Un choix incompréhensible pour Loïc Tanzi, qui commente le match pour RMC. Di María sort, on ne sait pas qu'il allait sortir. Di María avait plutôt fait un bon match, remplacé par Paredes. S'agit-il d'un choix tactique? Est-il blessé? En tout cas, une scène inédite attire l'attention de Loïc Tanzi. L'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, attend son joueur au bord du terrain. On voit Mauricio Pochettino qui prend l'Argentin sur le côté, qui lui parle, qui rentre avec lui dans les vestiaires, et ensuite Pochettino qui revient. C'est très rare qu'un entraîneur, ça arrive quasiment jamais, qu'un entraîneur en plein match quitte le match, donc quitte les autres joueurs, rentre dans le vestiaire avec le joueur et ressort tout seul sans le joueur. Mais qu'a pu dire l'entraîneur à Di María? L'information semble confidentielle. Sur les images, on voit Pochettino masquer son visage pour qu'on ne puisse pas lire sur ses lèvres. Et donc à ce moment-là, Pochettino le prend et il lui explique qu'il faut qu'il rentre chez lui rapidement pour retrouver sa famille, qu'il s'est passé quelque chose. Et en toute fin, il lui dit que c'est un cambriolage. Et à ce moment-là, dès qu'il l'apprend, on voit Di María qui part très vite, qui court vers le vestiaire du PSG. Il ne se change pas, il part directement. Les cambrioleurs ont dévalisé son coffre-fort et dérobé plus de 500 000 € de montres et de bijoux. Mais surtout, sa femme et ses 2 filles étaient sur place. Et donc, dans sa tête, il se dit je vais retrouver ma femme et mes 2 filles dans un état catastrophique. Di María, sa vie, c'est le foot et sa famille. Donc, vous touchez à la famille, vous touchez à la moitié de sa vie. Et donc, il quitte le terrain, il rentre chez lui en larmes. Ce soir-là, Di María n'est pas le seul joueur parisien à avoir été cambriolé. Marquinhos, le capitaine du PSG, était aussi visé. Mais les cambrioleurs se sont trompés de maison et sont tombés sur son père qu'ils ont frappé et dévalisé. Depuis 10 ans, en France, plus de 80 joueurs ont été cambriolés, séquestrés ou agressés. Mais le phénomène est mondial. Partout, les footballeurs sont devenus une cible de choix. Comme ici, à Londres, où 2 joueurs d'Arsenal sont attaqués au couteau pour leur Mercedes à 200 000 €. Après avoir repoussé leurs assaillants une première fois, ils vont être pris en chasse en plein cœur de Londres, sur plus d'1 kilomètre. Certains affichent leur colère sur les réseaux sociaux, comme l'international français Franck Ribéry, qui filme sa maison après un cambriolage. Je suis rentré chez moi. Voilà ce que j'ai découvert. Alors oui, ma femme a perdu quelques sacs, quelques bijoux. C'est pas l'essentiel. Ce qui me choque, c'est cette impression d'être à poil, d'avoir le froc baissé. Et ça passe pas. Mais comment avoir confiance aujourd'hui? Je ne cours pas après les millions. Ma famille passe avant tout. Même les plus petits budgets de Ligue 1 sont attaqués, comme le club de Dijon. Cette saison, 20% de l'effectif professionnel a été cambriolé. 20 fois plus que la population générale. Pourquoi les footballeurs sont-ils devenus une cible privilégiée? Leur salaire, comme celui de Di María, 38 000 € par jour, n'est pas étranger au phénomène. Étant donné que les salaires des footballeurs sont publiés dans la presse, maintenant avec les réseaux sociaux, ils montrent même les endroits où ils passent en vacances, les yachts sur lesquels ils sont, les voitures de luxe qu'ils conduisent et les bijoux qu'ils offrent à leurs femmes. Forcément, ça attire les gens qui sont désœuvrés. Quel impact ont ces braquages sur les joueurs? Il a posé le flingue sur sa tête comme ça, exactement sur la tête comme ça. La mort, il n'y a pas d'autre mot que la mort. Sont-ils victimes de gangs spécialisés? L'un de ces braqueurs a accepté de nous parler. Et après, nous sommes rentrés calculés, on a sauté le muret. Après, on les a braqués, on les a attachés, et on a pris ce qu'il y avait à prendre et on est parti. Marseille, stade Vélodrome.
La ville a été le théâtre des premières agressions de footballeurs. Entre janvier 2010 et mars 2014, une dizaine de cambriolages et de homejacking ont visé les joueurs de l'OM. Nous avons retrouvé celui que les policiers ont présenté comme le cerveau des opérations. Il vient de sortir de prison où il a passé 9 ans et demi. Comme ses complices, il vient du quartier de la Cayolle, un quartier populaire du sud de Marseille. L'équipe de la Cayolle, c'était qui? C'était des amis, des voisins, c'est des collègues du quartier, on a tous grandi ensemble. C'est ici que Nassim et sa bande se retrouvaient, au pied de ces petits immeubles et du terrain de foot de la Cayolle. Au départ, la bande de Nassim braque des bars tabac et des supérettes. Puis, en 2011, ils montent en gamme et s'attaquent aux footballeurs. Entre collègues, on en a discuté, on était tentés, et après on a fait. Et pourquoi des joueurs de foot alors? Tout le monde sait leur salaire, hein, combien ils touchent. Hein. On tape sur internet, on sait à peu près. Après c'était l'argent facile. On savait qu'on allait trouver de l'argent, des bijoux, des montres. Parce qu'ils ont les moyens de s'acheter tout ça. Ils sont trop payés pour des joueurs de foot. L'une des premières cibles de l'équipe de la Cayolle, Jordan et André Ayou. Les deux frères joueurs pro à l'OM louaient une grande villa à Roquevert, une petite commune bourgeoise du nord-est de Marseille. Les frères Ayou, ça s'est passé à leur domicile. On est parti un jour de match. Nous, on pensait qu'il allait y avoir personne à l'intérieur. Avec le calendrier des matchs de l'OM, connu longtemps à l'avance, la bande a pu planifier son forfait. Mais ce soir-là, la maison des frères Ayou n'est pas vide. 4 proches des joueurs l'occupent. Ils regardent le match. C'était contre Caen. Ils gagnaient 2-0 et ils se font égaliser 2-2 à la fin. On était au courant parce qu'ils regardaient le match. Nous, on voyait tout ça de l'extérieur. Ça veut dire on a attendu le bon moment pour rentrer, pour les prendre les 4, pour pas qu'il y ait un qui s'échappe. On les a réunis dans le salon, on les a attachés. Et voilà. Roxane Dodou était ce soir-là dans le salon des frères Ayou. Il était leur majordome. André et Jordan. Ils se retrouvent ligotés, poignés dans le dos, avec la famille des footballeurs. L'un des malfaiteurs le gifle, un autre s'en prend au frère aîné des joueurs. Ouais, il était parti attaché les mains dans le dos et donc il a posé le flingue sur sa tête comme ça, exactement sur la tête comme ça. Et il a dit qu'ils sont de montre, sinon je t'explose la tête. Donc voilà, donc là je le vois, ses yeux gros comme ça, j'ai vu la mort. Nous on voit pas ça en fait, nous c'est parce que nous aussi on a peur. Nous on a peur, ils ont peur. Ça va tellement vite qu'eux ils bougent pas, ils sont tétanisés et voilà, ça va vite. Il y a des palpitations? L'adrénaline, ouais, de se faire surprendre par la police. Après on devient parano à l'intérieur. À l'intérieur, on croit que la police elle est devant, 5 minutes, on dirait ça fait 1 heure. Un qui se fait attraper, qu'on se fait tirer dessus, ou quoi que ce soit. Selon l'enquête de police, l'équipe s'enfuit avec du cash, des cartes bancaires, des téléphones portables, des bijoux, des montres, des vêtements de grande marque. Ils dérobent aussi l'un des véhicules des joueurs. En 5 ans, à Marseille, c'est la 3e fois que les frères Ayou sont cambriolés. Chaque fois, oui, ça fait qu'on déménage. C'était dur quand même, hein. Dormir, tu ne dors pas bien quand même. C'est le truc qui marque dans la vie. Comment la bande de la Cayolle a-t-elle su où habitaient les frères Ayou autant de fois? Nassim a accepté de nous parler de ses techniques. Je le pistais, je me mettais sur la pente. Ouais. Sur la pente, et quand il sortait, je suivais un des frères. Parce qu'ils avaient une voiture de fonction, je savais à quelle heure ils sortaient de l'entraînement. À quelle heure ils finissaient l'entraînement, ça veut dire à peu près une demi-heure après ils allaient sortir. Et je savais leur véhicule qu'ils avaient, ça veut dire je les suivais jusqu'à leur domicile. Nassim pistait les joueurs à partir de la commanderie, le centre d'entraînement de l'OM. On y accède par une route où les joueurs sont exposés. Mathieu Grégoire, journaliste à l'équipe, l'a emprunté des centaines de fois. C'est une route sinueuse, une route étroite, où vous ne pouvez pas passer à 2 voitures de face en fait. On dirait un peu un col du Tour de France avec des petits lacets. L'OM a sensibilisé ses joueurs sur ça. C'est que notamment dans ces routes-là, il est très facile de les suivre.
Aujourd'hui, la police quadrille la route à chaque entraînement, car elle était aussi devenue un coupe-gorge. Des joueurs ont été dépouillés sur place, comme Habib Beye, ancien footballeur de l'OM. Dites-nous la vérité, est-ce qu'il y a un danger pour les joueurs lorsqu'on est à Marseille? Je me suis fait braquer ma voiture. Ah bon? Oui, la deuxième année à Marseille, donc en fait à 3h du matin, je suis rentré chez moi. Ils avaient mis gentiment les poubelles sur la route, bien sûr pour m'arrêter. Donc j'ai voulu reculer, j'ai vu une autre voiture arriver derrière moi. Donc je suis sorti de la mienne et là j'ai vu un charmant jeune homme qui, à 3h du matin, m'a demandé de lui donner mes clés. Ce que j'ai fait, enfin j'ai voulu lui donner mes clés, en fin de compte comme je les trouvais pas, parce qu'à 3h du matin se faire braquer, vous êtes un petit peu en stress, oui. Donc forcément. Donc j'ai voulu lui donner ma sacoche parce que c'était une petite carte pour démarrer. Il m'a dit non, prends ton temps, on a tout notre temps. Cherche la clé, on veut juste la clé. Mais il était pas armé. Si, il était armé, si, bien sûr. Ouais. Sinon je le donne pas, enfin quoique. Mais il a pas oublié de me dire que j'avais été très très bon ce soir-là. Si certains prennent ces braquages avec philosophie, d'autres restent profondément traumatisés. C'est le cas de Vitorino Hilton, défenseur brésilien victime d'un braquage ultra-violent devant sa femme et ses enfants. Il me menaçait en déclarant à plusieurs reprises « Si tu me donnes pas plus d'argent, je vais faire du mal à tes enfants ». L'horreur dure une quinzaine de minutes. Traumatisé, Vitorino Hilton quitte l'OM dans la foulée. C'était son univers qui avait été exposé à la violence qu'il y avait sur Marseille et il ne pouvait plus vivre comme ça. C'est pas le fait de voler en fait, c'est pas l'argent le problème. C'est plus le fait de rentrer dans leur intimité. Il faut comprendre que les joueurs, c'est des gens qui se renferment beaucoup, qui évitent le contact avec l'extérieur parce qu'ils ont peur de l'extérieur, parce qu'ils font confiance à très peu de monde. Et donc, si vous rentrez là-dedans, chez eux, c'est un peu vraiment leur cocon. C'est le seul endroit presque où ils peuvent être eux-mêmes. Le braquage de Vitorino Hilton est attribué à la bande de la Cayolle. Nassim et ses complices finissent par être arrêtés. D'une part, l'ADN qu'on va trouver sur une paire de lunettes de soleil qui va être trouvée à proximité dans le jardin d'un des joueurs de l'OM. Et on va comprendre qu'il s'agit d'une paire de lunettes appartenant à un des agresseurs. Et de manière parallèle, les policiers, dans leur travail habituel, vont avoir des renseignements anonymes qui vont les faire remonter sur cette bande dite de la Cayolle. Dans ses réquisitions, Martine Assognon insiste sur l'extrême violence des homejackings, notamment envers le joueur Vitorino Hilton et sa famille. Les principaux accusés écopent de peines allant de 11 à 15 ans de prison pour 14 cambriolages. L'enquête révèle un certain amateurisme des braqueurs de la Cayolle. C'est-à-dire qu'on apprend au fil des dépositions qu'ils coupaient, avant d'y aller, ils prenaient les ciseaux à la maison, ils coupaient un sweat manche longue et ils faisaient leur cagoule comme ça. Donc vous comprenez, ce n'est pas des professionnels qui arrivent avec le sac est prêt, les cagoules sont dedans, les gants sont dedans, les armes factices ou pas. Parce qu'on n'est pas sûr de l'organisation. Ça se décide dans la journée avec des repérages le matin. Pour la personne que je défends, ils n'ont pas retrouvé l'arsenal du braqueur affirmé, expérimenté, c'est-à-dire des armes, des cartouches, des brassards police, des serflex, des gants, etc. En revanche, ils ont retrouvé effectivement des survêtements et maillots de l'Olympique de Marseille. Car en plus des montres et des bijoux, ils ont parfois emporté des souvenirs. Parce que moi je suis un supporter de l'OM avant tout. Avant d'être un braqueur ou un cambrioleur, je suis un supporter de l'OM. Les butins des braqueurs semblent aussi parfois dérisoires. Butin qui pour Hilton, finalement, était pas si important que ça. On est sur quelque chose de l'ordre de 4 000 €. Donc tous les protagonistes entendus séparément vont expliquer qu'au sorti de ce homejacking, la recette, il était de 1 000 € chacun. Entre le risque pénal et les bénéfices qu'ils en ont, c'est spectaculairement ridicule. Ça valait le coup? Ça vous a rapporté combien? Ah non, ça valait pas le coup. Ça valait pas du tout le coup. La peine qu'on a pris, une peine à 2 chiffres. Une peine à 2 chiffres pour quelques milliers d'euros. La liberté n'a pas de prix, comme on dit. Vous regrettez? Ah oui, énormément. Là, si c'était à refaire, je ne le referai pas, ça c'est sûr. Parfois, les préjudices causés aux footballeurs sont bien plus importants,
comme cette série de cambriolages commis en 2018. Près de 2 millions d'euros. Elle visait le PSG. À la tête du gang, un jeune homme déjà condamné 30 fois, surnommé le chat pour son agilité et sa discrétion. Pourquoi ce surnom qui lui est collé? Je pense que ça doit être un surnom qui ressort à son agilité physique. De quelle agilité parle-t-on? Est-ce que vous m'interrogez sur l'agilité qu'on lui prête de pouvoir grimper jusqu'au 5e étage, par exemple, et s'accrocher à une gouttière pour glisser ensuite dans une fenêtre? Les enquêteurs de la BRB considèrent qu'il est capable de monter comme ça sur plusieurs mètres de haut. Et donc, comme un chat, il arrive toujours à retomber sur ses pattes et à accéder à des endroits assez inaccessibles. Grâce à sa dextérité, la veille du Noël 2018, le chat s'introduit dans l'une des maisons les plus sécurisées de France, celle du capitaine du PSG d'alors, Thiago Silva, située Villa Montmorency. Un îlot ultra sécurisé dans le 16e arrondissement de Paris. Il y a des grilles partout, tout autour, donc on ne peut pas y accéder comme ça. Il faut montrer patte blanche si on veut rentrer là. Puis il y a aussi un service de gardiennage. Vous avez des vigiles qui sont là H24. Vous avez un système de vidéosurveillance aussi avec de nombreuses caméras qui sont disposées un peu partout dans les rues en fait de cet îlot. Un dispositif impressionnant dont va pourtant se jouer le chat en quelques contorsions. L'enquête a établi qu'il s'était introduit au domicile de Thiago Silva après avoir escaladé un grillage, un premier grillage, et finalement a monté le long de cette gouttière pour accéder à une terrasse. C'est comme ça ensuite. Après, ils ont forcé une fenêtre et ils ont réussi à rentrer dans le logement de Thiago Silva. Le chat vide alors son coffre-fort contenant des bijoux de luxe et une montre Richard Mille à 600 000 €. Mais les caméras à vision nocturne de Thiago Silva enregistrent toute la scène, notamment le moment où le chat dévoile ses moustaches. Il va se rendre compte qu'il y a une caméra, mais il va avoir en fait le réflexe. Il va regarder cette caméra. C'est en regardant cet objectif qu'il va se rendre compte que finalement il y a une caméra. Donc là, oui, il va commettre une erreur puisque ça permet d'avoir l'intégralité de son visage, malgré le fait qu'il ait pris quand même le soin de rabaisser une capuche sur sa tête et de porter des gants. Donc il était quand même organisé pour éviter de laisser des traces derrière lui ou de se faire identifier. Sur la vidéo, les policiers reconnaissent immédiatement le chat grâce à sa barbichette de hipster. Ils lui donnent un nom. Le chat, c'est Mohamed Safaoui, un monte en l'air qu'ils connaissent bien. Les fins limiers de la BRB épient alors tous ses déplacements. Ils l'observent effectuer des repérages dans les quartiers chics de la capitale. À chaque fois, avec ses complices de toujours, Microbe, Bidou, Dazo. Il les voit souvent se réunir dans le 18e arrondissement, devant un restaurant, et parfois comme s'ils célébraient certains de leurs coups. C'est ce qu'ils laissent entendre, c'est qu'après un cambriolage, le lendemain ou le surlendemain ou quelques jours plus tard, ils se retrouvent tous comme si voilà, il fallait célébrer quelque chose, quoi. Comme le disait Brel, il faut bien que le corps exulte. Je crois qu'on a le droit de profiter quelques plaisirs de la vie, surtout quand on a eu une vie difficile. Pour la bande du chat, photographié par la BRB dans des restaurants chics ou en terrasse sur les Champs-Élysées, le champagne coule à flot, littéralement, pour l'instant. Bientôt, les policiers amassent assez de preuves pour les rattacher au cambriolage d'autres personnalités, comme le rappeur Booba. Alors, bande de petits fils de pute, on cambriole, hein? C'est pas bon ça, c'est pas bon. Le chat serait aussi derrière le cambriolage de l'animateur Patrick Sébastien ou de Choupo-Moting, un autre joueur du PSG, qu'il a délesté de 62 sacs Louis Vuitton. En août 2019, l'équipe est interpellée dans cet immeuble d'Aubervilliers, au domicile de la compagne du chat. Un studio qui leur sert aussi de planque. Ils vont trouver plein de bijoux. C'est clair, il y a une montagne de bijoux. Il y a, je crois de mémoire, une espèce de bar sur lequel il y a tout un tas de bijoux qui sont étalés. Vous en avez partout, sur des meubles, dans les tiroirs, enfin il y en a vraiment, vraiment partout. Là on parle de dizaines
de bijoux. Vous avez des colliers, des bagues, des boucles d'oreilles, des bracelets, enfin vous avez vraiment de tout. Vous avez aussi énormément de pièces de maroquinerie, évidemment griffées, des plus grandes marques, je crois c'est Dior, Louis Vuitton, Chanel. Vous avez beaucoup de choses. Vous avez aussi une arme de pointe calibre 6,35. Vous avez 2 gilets pare-balles et vous avez aussi le parfait attirail du cambrioleur, à savoir tournevis, pied de biche. Les enquêteurs tombent aussi sur des documents avec les adresses d'animateurs de télévision, du président du PSG, d'élus ou encore d'ambassadeurs. Peut-être de prochaines cibles. Mais comment le chat a-t-il obtenu toutes ces adresses? La vraie interrogation, c'est de savoir finalement quelles complicités internes ont permis d'être à ce point renseignés. Parce que si c'est le cas, je ne dis pas que cela puisse venir de l'intérieur du club, je dis que c'est une question que je me pose. Et vous lui avez posé la question? J'ai pas la réponse. Certains joueurs ont en tout cas commencé à avoir des suspicions sur l'entourage de certains membres du staff. C'est souvent qu'il y a des proches, des amis, souvent pas très proches, mais des amis d'amis, qui finissent par être dans le coup. Les gens qui viennent faire ça chez les joueurs, ils savent très bien par où rentrer. Ils ne se baladent pas devant en se disant ah, il y a une belle maison, on y va. Ils savent exactement comment elle est faite la maison, dans quelle pièce il fallait aller pour prendre de l'argent, où étaient cachés les bijoux, où était l'argent liquide. Tout était prémédité, ça va très vite d'ailleurs. C'est exactement ce qui s'est passé à Marseille. Du bout des lèvres, Nassim reconnaît qu'il a bénéficié de complicité à l'OM. Ouais, j'avais des contacts. Et ils vous renseignaient sur quoi? Sur les joueurs de foot où ils habitaient. Une personne, qui était une personne qui a été mise en cause dans cette procédure, avait manifestement des liens étroits avec l'Olympique de Marseille, qui savait où habitaient les joueurs et qui les déposait devant les maisons. Malgré l'arrestation de l'équipe de la Cayolle, les agressions de joueurs continuent. Il faudra attendre 2016 et l'arrivée de Thierry Aldebert comme directeur de la sécurité de l'OM pour que le nombre de cambriolages diminue. L'une des missions qui m'a été confiée au départ, c'est justement de faire un peu le ménage, puisqu'il y avait un manque de confiance, par exemple, par rapport à certaines sociétés de sécurité privée de la part des joueurs, qui m'ont fait remonter quelques étonnements, pour ne pas dire plus, vis-à-vis de l'attitude de certains agents de protection. Et donc j'ai changé les sociétés. Thierry Aldebert est un ancien du GIGN. Pour protéger les joueurs, il importe des méthodes choc. Il forme les joueurs à la contre-filature, rend les vitres de leurs voitures incassables, bunkérise leurs habitations. Il interdit aussi aux joueurs de se faire livrer à domicile. Mais la compagne d'un des joueurs, l'actrice américaine Pamela Anderson, va enfreindre ses consignes. Oui, il y a eu l'adresse d'Adil Rami qui s'est retrouvée, et Pamela Anderson, qui s'est retrouvée sur Google Maps. Et donc lorsque vous le tapiez son nom sur Google Maps, vous aviez la localisation précise. Et heureusement, mon service de sûreté a été vigilant et a immédiatement demandé à Google Maps de retirer l'information. Pendant les 5 années de Thierry Aldebert à l'OM, 2 joueurs ont été cambriolés, moins qu'auparavant. Selon nos informations, certains grands clubs comme Marseille projettent à l'avenir de loger tous leurs joueurs au même endroit, dans une sorte de résidence sécurisée.